En Libye, le chef d'un ancien gouvernement a décidé de rouvrir l'aéroport de Tripoli. Les travaux de reconstruction sont en cours. Visite d'Emmanuel Macron à Alger, un séjour au cours duquel le candidat à la présidentielle française s'est exprimé sur la colonisation. La sécheresse dicte sa loi en Somalie. Conséquence, de nombreux Somaliens fuient leurs habitations. L'aéroport de Tripoli en Libye, où sont en cours des travaux de reconstruction, rouvert. Le chef d'un ancien gouvernement écarté après la formation d'un exécutif soutenu par la communauté internationale en a ainsi décidé. Aujourd'hui, nous célébrons le 6e anniversaire de la révolution du 17 février. Cette révolution qui a incarné la volonté des Libyens d'instaurer un changement. Nous sommes aujourd'hui ici pour rouvrir l'aéroport international de Tripoli. Je me souviens que lorsque nous avons posé la première pierre de ce projet, il y a un an, beaucoup de gens ont dit qu'ils ne verraient jamais le jour. Il s'agit d'un nouveau geste de défiance de Khalifa Diouel à l'encontre du gouvernement d'union nationale qui a du mal à asseoir son autorité dans le pays. L'aéroport de Tripoli avait été gravement endommagé lors des combats meurtriers de l'été 2014, à l'issue desquels une coalition de milices, Phare Libya, s'était emparée de la capitale et y avait installé un gouvernement. Khalifa Diouel, ancien chef de cet exécutif, avait été écarté en avril après la formation du gouvernement d'union nationale, mais refuse depuis de céder son poste. Lors de son séjour à Alger, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la colonisation. Des propos qui ont suscité de vives réactions dans le rang des responsables français de droite et d'extrême droite. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. La colonisation française en Algérie a débuté en 1830 et s'est achevée avec l'indépendance du pays en 1962. Elle a fait suite à une guerre qui a duré 8 années et qui continue de hanter la France et l'Algérie. En République démocratique du Congo, l'épidémie de la fièvre jaune déclarée le 20 juin 2016 est une page tournée. C'est ce qu'a déclaré mardi dernier le ministre de la Santé publique, Oli Ilunga Kalinga, devant les partenaires techniques et financiers. D'après le ministre, aucun nouveau cas de la maladie n'a été recensé depuis le 28 juin 2016. Le dernier cas de la fièvre jaune date de plus de 6 mois. Toutefois, il exhorte la population et toutes les équipes de santé à maintenir l'hygiène environnementale requise pour éviter la réapparition de la maladie. Le pays étant un foyer à risque d'épidémie de fièvre jaune, compte tenu de son écologie, nous invitons toute la population et toutes les équipes de santé à maintenir les mesures de surveillance et d'hygiène environnementale requises. Nous devons donc rester vigilants pour ne pas nous laisser surprendre par une autre épidémie de fièvre jaune. En juin 2016, le ministre de la Santé avait révélé que la maladie était localisée dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Notons que la fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés. Le terme jaune fait référence à la jaunisse présentée par certains patients. Le Burundi et l'Union africaine ont finalement conclu ce jeudi un accord sur les modalités de paiement des soldats burundais déployés en Somalie dans le cadre de la force de l'Union africaine, AMISOM.
Le Burundi avait fait pression sur l'Union africaine en annonçant ce lundi qu'il allait entamer la procédure de retrait de ses troupes déployées en Somalie si aucun accord n'était trouvé sur le paiement des salaires de ses soldats. D'après l'accord conclu après une rencontre avec le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smail Chergui, le premier vice-président burundais, Gaston Sindimwo, a expliqué que l'argent dévolu au paiement des salaires et de leurs arriérés passera par une banque commerciale burundaise. Il s'agit d'une mission de relève d'un bataillon qui vient d'accomplir sa mission d'une année comme c'est stipulé dans le mémorandum d'entente entre l'Union africaine et le Burundi. Ils viennent de passer une année de plus sans être payés. C'était un problème qui était connu au niveau de l'Union africaine. Il y a un message qui est déjà arrivé dans notre pays, comme quoi les 2 mois et demi, c'est-à-dire le mois de janvier, février et mi-mars 2016, vont arriver incessamment à la Banque centrale pour être ensuite acheminés au compte des militaires. Avec 5400 soldats, le Burundi représente le 2e contingent de la MISOM après l'Ouganda. Déployé pour lutter contre les islamistes Shebab, la MISOM est forte de plus de 22 000 hommes. Au Sénégal, Barthélémy Dias, député dissident de la majorité présidentielle, a été condamné jeudi à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes pour coups et blessures volontaires lors de violences politiques meurtrières en 2011 à Dakar. Barthélémy Dias du Parti socialiste, formation membre de la coalition au pouvoir, est reparti libre du tribunal correctionnel de Dakar, puisque les 6 mois fermes sont couverts par la durée de sa détention préventive après les faits. Le parquet avait requis 10 ans de prison à son encontre. Les avocats du député vont se concerter en vue d'un éventuel appel. Le problème de fond reste que mes clients ont été déclarés coupables. Moi, personnellement, j'ai mon sentiment sur cela. Ça m'horripile. Parce que déclarer coupable un prévenu, c'est quand même reconnaître le fondement de l'accusation. C'est quand même reconnaître qu'il a failli. Donc le moment venu également, peut-être en accord avec nos clients, si la nécessité s'impose, nous allons très certainement interjeter appel. Barthélémy Dias, qui est également maire d'une commune de Dakar, était accusé d'être impliqué dans des violences politiques survenues le 22 décembre 2011 à Dakar entre des opposants et partisans du président de l'époque, Abdoulaye Wade. Des violences qui se sont soldées par un mort par balle et des blessés selon la police. Le député qui avait été filmé faisant usage d'une arme à feu le jour des violences avait invoqué la légitime défense. Au Sénégal, 83,6% des exploitations agricoles sont dirigées par les hommes, contre seulement 16,4% par des femmes. Voilà le résultat d'une étude réalisée par la FAO Sénégal sur le rôle de la femme en milieu pastoral. L'étude a été réalisée dans 4 régions d'élevage du Sénégal, qui sont Louga, Saint-Louis, Matam et Tambacounda. L'étude était destinée à éclairer la FAO et ses partenaires sur les questions liées à la femme pastorale. On sait que de façon générale, la femme rurale rencontre beaucoup de difficultés, aussi bien dans l'accès aux moyens de production, l'accès aux fonciers et tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. L'étude montre que peu de femmes sont propriétaires des terres et ont le plus souvent recours à des emprunts de terre ou à des affectations temporaires des parcelles. Pour l'essentiel, l'accès des femmes à la terre se limite à des parcelles de moindre qualité, plus petites ou encore plus éloignées de leur domicile. Une situation préoccupante à laquelle l'État du Sénégal accorde une attention particulière. Il y a beaucoup de projets qui actuellement appuient, en tout cas le milieu pastoral, et des appuis qui vont à l'endroit des femmes. Il y a des programmes de formation,
il y a des programmes de formation, il y a des programmes aussi de facilitation des tâches des femmes au niveau du monde rural. Beaucoup de projets dans le milieu pastoral ont mis en place des unités pastorales. Les conclusions de cette étude relative à l'analyse diagnostique du rôle de la femme en milieu pastoral doivent permettre de faire écho dans les instances de décision dans l'optique de favoriser davantage l'accès des femmes aux moyens de production, notamment le cheptel, le foncier, les pâturages. En Chine, 7 policiers de Hong Kong ont été condamnés à 2 ans de prison. Pour en arriver là, ils ont agressé un manifestant lors du mouvement pour la démocratie de 2014. Passage à tabac dont la vidéo avait fait le tour du monde. Les 7 condamnés avaient été reconnus coupables en début de semaine de blessures à l'encontre de Ken Cheng, un militant du Parti civique. Les images avaient choqué les habitants et enfoncé un coin dont la confiance témoignait à leurs forces de police, qui bénéficiaient jusque-là d'une réputation plutôt favorable. Les policiers ont parfois été critiqués pour avoir eu la main dure pendant les 79 jours qu'avait duré le mouvement, lequel avait paralysé des quartiers entiers de Hong Kong. Des dizaines de milliers de manifestants avaient pris part à l'immense mobilisation de l'automne 2014 destinée à réclamer un véritable suffrage universel pour la désignation du chef de l'exécutif en mars 2017. La Colombie et la guérilla de l'ELN en pourparlers de paix depuis une semaine ont annoncé ce jeudi un premier accord sur la participation de la société civile ainsi que sur des mesures humanitaires pour parvenir à un cessez-le-feu bilatéral. Ces pourparlers délocalisés dans la capitale de l'Équateur visent à mettre fin à plus de 52 ans de confrontation armée. Les délégations du gouvernement et de l'armée de libération nationale ont travaillé depuis le 8 février dans un cadre de compréhension et d'attitude constructive qui nous a amené à un premier accord. La Colombie est confrontée à une guerre fratricide qui, au fil des décennies, a impliqué une trentaine de rébellions d'extrême gauche, des paramilitaires d'extrême droite et des forces de l'ordre, faisant au moins 260 000 morts, plus de 60 000 disparus et 6,9 millions de déplacés. Par ce nouveau processus engagé avec l'ELN, le président Santos entend parvenir à une paix complète avec l'accord signé en novembre avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, principale guérilla du pays qui doit déposer les armes d'ici 6 mois.